Vendredi 22 novembre 2019, il est 22h à Sébikotane et à Yen, c'est dans le département de Rufisque, le journal. La dengue progresse à Kaffrine, le nombre de cas a augmenté, passant de 5 à 8, ce au moment où un chauffeur de transport en commun contracte le virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, contaminé à Kaolack. Il est rentré chez lui à Koungheul avec les signes de la maladie. 7 jours sans nouvelles des 6 pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer. L'espoir de les retrouver est en train de fondre comme neige au soleil après le retour sans succès des 36 pêcheurs partis à leur recherche. Le jeune homme qui avait embarqué dans la première pirogue s'est confié à notre reporter. Le billet gratuit pour la prison pour le présumé trafiquant de faux billets de banque Seydina Fall Bougazeli, placé sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, trafic de faux billets de banque et un cours légal au Sénégal, blanchiment de capitaux et corruption. C'est une honte selon Mignane Diouf du Forum social sénégalais. Omar Sarr a quitté le gouvernement d'Abdoulaye Wade. Le leader du PDS dit prendre acte des actions en solo de l'ex-camarade de parti. Abdoulaye Wade a écrit une note circulaire pour le faire savoir. Les Lions du beach soccer perdent d'entrée sur le fil à la Coupe du Monde de Paraguay 2019. Galasila et ses joueurs battus 8-7 par les Russes, prochains adversaires des Sénégalais. Les Biélorusses, rencontre prévue demain. La page des sports, ce sera avec Malal Junior Diagne. Le tour du web by Hassan Diao, l'actualité des TIC avec Joe Maron. Bonne santé Nafissatou Silla, la chronique du vendredi Charles Faye, l'invité du soir Charles Fall, directeur général de la SONES, la Société nationale des eaux du Sénégal, entretien sur le niveau d'exécution des travaux de l'usine d'eau KMS 3 de Keur-Marsar, les infrastructures hydrauliques, le partenariat avec Suez et les bailleurs de fonds. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. La présentation à la technique Amadi Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonsoir. 3 nouveaux cas de dengue détectés dans la commune de Kaffrine. Au total, 8 personnes malades enregistrées avec les 5 cas qui sont en train d'être traités. Le quartier de Diamaguène, en tant que zone inondable, est fortement touché. Les autorités médicales qui ont déjà lancé un plan de riposte exhortent les populations à faire attention aux moustiques vecteurs de la maladie qui agit le jour. Voici Dr Ndeye Mbake Kane, médecin-chef du district sanitaire de Kaffrine, au micro d'Omar Ndiaye. Après l'investigation, on a découvert d'autres cas, ce qui a amené même la direction de la prévention en collaboration avec l'Institut Pasteur de faire une mission au niveau du district de Kaffrine. Et là aussi, ça nous a permis aussi de découvrir d'autres cas. Actuellement, le nombre de cas positifs au niveau du district s'élève à 8 cas. Donc c'est passé de 5 à 8 cas. Donc oui, parmi ces cas, je rappelle juste que les 75% sont de sexe féminin et la moyenne d'âge, en tout cas des cas positifs, est de 27 ans. Donc l'âge la plus petite est de 11 ans et la plus grande 55 ans. Concernant la répartition de ces cas selon le lieu de résidence, on a vu que la moitié des cas résidaient à Diamaguène TP et que les 38% provenaient de Diamaguène centre et Kaffrine 2 n'occupait que 12%. Donc rappelez juste qu'ici au niveau du district de Kaffrine, c'est le sérotype 3 qui circule. Et le sérotype 3, c'est ce sérotype qui donne les formes graves, on dit les formes hémorragiques. Mais fort heureusement, en tout cas, tous les 8 cas, en tout cas détectés positifs, ont été pris en charge correctement et sont tous guéris. Santé toujours avec ce cas de fièvre virale dénommé Crimée-Congo détecté à Kaolack chez une personne originaire de Koungheul. Le patient chauffeur de son état a été contrôlé positif après des analyses à l'Institut Pasteur à Dakar. La personne en question est actuellement prise en charge à l'hôpital régional El Hadji Ibrahim Agnès de Kaolack. L'attente est très longue. 7 jours de recherche sans résultat. Les 6 pêcheurs de Thiaroye-sur-Mer n'ont toujours pas été retrouvés malgré les efforts de 36 de leurs camarades rentrés bredouilles au quai de pêche de Thiaroye. L'espoir d'avoir des nouvelles est devenu maigre. Notre reporter a rencontré le jeune homme qui avait embarqué dans l'une des pirogues disparues. Il a été sauvé parce que le capitaine l'avait chargé de rejoindre le quai pour chercher le matériel de dépannage. Le reportage de Nongoka.
Il n'a que 22 ans, mais son silence et sa démarche renseignent sur la profonde pensée que Pape Diop éprouve pour ses 3 frères pêcheurs qu'il a laissés en mer depuis 7 jours. Il faut tomber à 2h, 3h. C'est vers 14h, 15h que nous avons embarqué. C'est à bord de la pirogue que nous avons préparé le repas qui nous a servi ensuite de dîner. On avait aussi 2 sachets de spaghettis, mais je pense qu'ils ont consommé ces 2 sachets le lendemain. Nous avions aussi 2 bouteilles d'eau de 20 litres. Visiblement, le jeune homme est toujours sous le choc, assis sur une pirogue. Pape Diop a les yeux rivés sur la mer. 10h, 11h. Aux alentours de 22h, 23h, ils dormaient tous alors que nous étions très loin en profondeur. Mais auparavant, le capitaine m'avait dit de les réveiller à 0h pour jeter le filet. Comme moi, j'étais concentré sur mon WhatsApp, à minuit, j'ai réveillé tout le monde. C'est à cet instant que Habib Bao m'a dit de déclencher le moteur. Ce que j'ai fait, mais en vain, j'ai ensuite démonté le moteur et ça n'a pas fonctionné. Modou Bey fait partie des 36 pêcheurs revenus hier soir à quai après plus de 24 heures passées en mer, exténués et enrhumés. Il raconte les recherches effectuées sans succès en haute mer. On a dépassé le Cap Manuel. Dans chaque pirogue, il y avait un appareil émetteur pour mieux coordonner les recherches. Comme on était en haute mer, finalement, on parvenait plus à émettre des appels. On est allé jusqu'à hauteur de la Gambie. Pour lui, la défaillance des moteurs des pirogues leur a compliqué les opérations. Les moteurs des pirogues sont tous tombés en panne. C'est ce qui n'a pas facilité les recherches. Nongo Kacharoy-sur-Mer, RFM. C'était le reportage de Nongo Ka, le Djaraf de Kayar. Les notables et autorités municipales prennent le contre-pied des jeunes. Les jeunes qui demandaient la délocalisation de l'usine de fabrication de farine de poisson pour ces personnalités qui ne sont pas d'accord avec la marche organisée par les jeunes. Ces notables et autres personnalités estiment qu'avec la présence de cette usine, beaucoup d'emplois seront créés. Cher Anta Diop. Elles ont battu le macadam. Les populations de Kayar, mobilisées comme un seul homme, ont décidé de se faire entendre. Pêcheurs, femmes transformatrices des produits halieutiques, les notables de Kayar, tous disent oui à Barna Sénégal à Kayar. Tal Diagne Gueye, le porte-parole de Barna Sénégal SA, magnifie cette mobilisation. Un groupe de jeunes manipulés par une ONG dénommée Greenpeace qui disent que la population de Kayar est contre Barna Sénégal. Comme vous le voyez aujourd'hui, la forte mobilisation, les autorités, les chefs coutumiers, les imams, la jeunesse, les femmes sont pour le projet Barna Sénégal parce que Barna Sénégal constitue une opportunité économique pour cette commune de Kayar. Le projet est estimé à 7 milliards de nos francs. C'est un projet qui va avoir 50 emplois directs et 300 emplois indirects. Le surplus de poissons qui pourrissent sur nos plages n'aura plus lieu parce que Barna va acheter tout ce poisson et ça va être vraiment une valeur ajoutée pour le pêcheur. Le maire de Kayar, Alindoy, se désole du fait qu'un groupuscule de jeunes s'érige en bouclier pour contrecarrer ce projet. Les autorités religieuses et coutumières qui ont demandé cette sortie-là pour donner une réponse à ces 3 jeunes et cette dame qui parle nuit et jour dans les médias, pour leur apporter une cinglante réponse, pour leur dire que Kayar est en phase avec Barna. C'est ce que vous avez constaté aujourd'hui, parce que c'est Kayar qui est sorti. Parce que Kayar souffrait. Quand il y avait un excès de débarquement, les poissons périssaient au niveau de la plage. Ça va être fini avec Barna. Les Kayarois, toute obéissance confondue, s'étaient retrouvés devant la mairie-ville de Kayar. Les femmes ont chanté et dansé pour dire bienvenue à Barna, Sénégal. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Le Forum social sénégalais, le mouvement Frappe France Dégage et le collectif des victimes d'expropriation des terres en bloc pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme l'accaparement du foncier par un étranger. Ils exigent l'indemnisation des familles touchées et comptent mener le combat jusqu'à obtenir gain de cause. Marche pacifique cet après-midi sur les allées du centenaire en présence de notre reporter Oumar Mbou. Ils étaient nombreux à envahir la place de la Nation pour dire non à l'accaparement de leurs terres par un étranger. Frustrés par cette décision autoritaire, les membres du collectif des victimes d'expropriation des terres veulent ipso facto être indemnisés. Ousmane Yaye, leur porte-parole. On ne peut pas déshabiller Paul et habiller Jean. Macky Sall veut revenir sur sa décision. C'est-à-dire qu'il veut faire le non-dit. On dit non à ce Warwakhet-là. C'est ça qu'on dénonce. Jamais accepté. Jusqu'à ce que le champ de leur père ou la maison de leur père soit expropriée par une autre personne.
Venu à leur secours, Mamadou Mignan Diouf du Forum social sénégalais parle d'une décision arbitraire. C'est quand même illégal, immoral et illogique que de privilégier le droit d'un promoteur qui va s'enrichir et avoir son argent dans ses poches au détriment de famille. Pour se faire entendre par les plus hautes instances, une internationalisation du combat s'impose. Je viens de parler à mes collègues du Mali, du Niger, du Bénin, de leur envoyer des images pour que nous voyions dans les jours à venir, dans les semaines à venir, comment avoir une grande marche sous-régionale qui permettra de montrer aussi bien à la CEDEAO, à l'Union africaine, ce qui se passe au Sénégal en termes d'accaparement des terres et de déguerpissement de démolition. Ces victimes des terres sont prêtes à y laisser leur vie, si rien n'est fait. La population est prête pour donner sa vie. Il est 22h passé de 11 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de Soubalo. RFM 94.0, la radio en puissance. Je vous le disais en titre, Seydina Fall Bougazeli placé sous mandat de dépôt. Le doyen des juges d'instruction a pris la décision cet après-midi. Le député démissionnaire est poursuivi pour association de malfaiteurs, trafic de faux billets de banque et un cours légal au Sénégal, blanchiment de capitaux et corruption. Compte rendu Abdoulaye Diop. Seydina Fall Bougazeli va passer sa première nuit en prison. Il est placé sous mandat de dépôt par le doyen des juges, Maître El Hadj Diouf et l'un de ses avocats. Le doyen des juges du tribunal de grande instance de Dakar vient d'inculper mon client Seydina Fall dit Bougazeli et lui a décerné un mandat de dépôt. Pour le moment, c'est ce qu'il faut retenir. C'est le début de la procédure d'instruction. Le député qui a récemment remis sa démission est poursuivi pour l'association de malfaiteurs, le trafic de faux billets. C'est l'essentiel des charges retenues contre Seydina Fall dit Bougazeli. Est-ce que la tentative de corruption? Ah oui, il y a ça aussi. Pour l'essentiel, oui. Même s'il fait partie des chefs d'accusation, Maître El Hadj Diouf dit ne pas être au courant d'une tentative de corruption de la part de son client. Ah, vous savez qu'il y a 10 millions versés aux gendarmes? Moi, je ne sais pas cela. Je n'en sais rien parce que je ne vous dirai rien par rapport au dossier. Vous savez que le secret de l'instruction est requis quand on ouvre une information judiciaire, quand le juge inculpe ce qu'il y a dans le dossier. Vous n'êtes pas censé le savoir. Maintenant, vous pouvez plus maîtriser le dossier que moi. Quelques membres de sa famille étaient présents au palais de justice afin d'apporter leur soutien à leurs proches qui est dans les liens de la détention. Mamadou Mignan Diouf qualifie de honte l'affaire Seydina Fall Bougazeli sur le présumé trafic de faux billets de banque. Le coordonnateur du Forum social sénégalais parle de catastrophe économique et appelle la justice à être autonome et à tirer cette affaire au clair pour édifier l'opinion publique. Il a tenu ses propos lors de la marche du collectif des victimes d'expropriation des terres cet après-midi à la place de la Nation au rond-point RTS. Mamadou Mignan Diouf est avec Oumar Mbou. C'est une honte de constater que des députés de la République, proches du parti au pouvoir, sont cités ou impliqués dans des faux billets d'une valeur aussi importante. Cela, ça révèle encore une fois les problèmes de malgouvernance, les problèmes de magouille, les problèmes de ñàkk doylu. ndax benn alal doyul mais nit mooy doylu defe naa ne li xew ci mbir moomu il faut que la justice sénégalaise fasse tout pour la tirer au clair et prendre les mesures qu'il faut pour que ceux qui en sont impliqués soient fortement condamnés afin que demain, plus jamais cela ne se passe au Sénégal. Le faux et la drogue, ça ruine l'économie d'un pays. Ça enrichit quelques personnes et ça ruine le système économique et financier d'un pays. Imaginez-vous si on avait injecté 30 et quelques milliards de faux dans l'économie et que ces faux soient achetés ou tombés dans les mains d'une femme mareyeur, d'un pêcheur, d'un paysan. Vous voyez ce que ça crée comme conséquence d'aller avec cet argent-là en tant que paysan qui a vendu ses arachides et qu'on te dise à la boutique le billet est faux. C'est donc une catastrophe économique du point de vue financier et commercial.
Certains Sénégalais rencontrés par notre reporter dénoncent le trafic de faux billets de banque. Pour eux, il y a 2 poids 2 mesures sur la gestion de ces affaires par la justice. C'est le reportage d'Oumou Diaganyang. Un jugement sélectif, une justice à 2 vitesses, c'est ce que reprochent certains citoyens à la justice sénégalaise. Patrice Sagna. On n'a pas confiance à cette justice, c'est la justice des pauvres. Si par exemple on prend un pauvre de rien du tout pour un juin, on te ferme des années. Si c'était un riche, on laisse. L'affaire des pauvres, on constate que c'est les riches qui font ça, pas des pauvres. Et le jugement, ça n'aboutira pas, ça n'ira nulle part. Trouvé devant chez lui, casque scotché à ses oreilles, Babou Fall, qui suivait l'affaire Bougazali à la radio, exige que la justice soit la même pour tous. Ce qu'ils ont fait aussi est normalement considéré comme un délit. On doit les sanctionner comme tout autre citoyen. Un point de vue partagé par Patrice qui demande que cette fois-ci l'affaire des faux billets soit traitée de manière impartiale. On ne peut pas pardonner ce délit, surtout venant d'un député. Je ne peux pas comprendre qu'un député qui a un salaire puisse être mouillé dans ces genres d'affaires. C'est vraiment inadmissible. Il faut le sanctionner sévèrement. Après son face-à-face avec le doyen du juge, l'ex-député est placé sous mandat de dépôt. Pendant ce temps, certains citoyens espèrent que la justice ira jusqu'au bout. C'était le reportage d'Oumou Diaganyang. Dans une note circulaire, Maître Abdoulaye Wade, secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais, constate la démission de fait d'Oumar Sarr du PDS et en prend acte. Il en veut pour preuve les nombreux actes posés par Oumar Sarr, des actes qui, de son avis, sapent l'unité du parti parce que qualifié de fractionniste. À titre d'exemple, le pape du Sopi cite sa participation au dialogue national, l'organisation d'une tournée de propagande de recrutement au nom d'un mouvement dénommé Alliance Soukhali Sopi, l'ouverture d'une permanence nationale à Dakar, entre autres griefs. RFM, la radio de toute l'actualité. Pour non-paiement des indemnités de correction du baccalauréat 2018, le SAEMS, le syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire section d'Urbel, menace de perturber l'année scolaire. Le secrétaire général de ce syndicat fixe aux autorités un ultimatum d'1 semaine. Mortal Awad au micro de Marema Diop. Nous avons effectué une mission au mois de juillet, mais du mois de juillet jusqu'à nos jours, nous avons constaté des lenteurs dans le paiement de ces indemnités. Et c'est un problème qui surgit, qui revient toujours. Et vraiment, nous attirons l'attention des autorités qui doivent s'en charger de régler définitivement ce problème avant que maintenant, les grèves ne s'en suivent. D'ici la semaine prochaine, si la situation n'est pas décantée, parce que j'ai dit que pour l'indemnité, pour les copies, nous n'avons pas encore reçu et qu'à chaque fois, nous interpellons les banques, ils nous disent qu'eux, ils n'ont pas reçu le virement pour payer. Donc, la banque et l'État se renvoient là-bas. Mais nous voulons attirer l'attention de l'État en tout cas et des autorités compétentes qui doivent prendre en charge ce problème. Sinon, à partir de la semaine prochaine, nous sommes obligés de nous réunir et après de mettre en place un plan d'action. Les autres contraintes vont dans le sens de souligner toujours les lenteurs administratives qui plombent la carrière des enseignants. Parfois, tu vois un enseignant qui reste 5 ans, 10 ans sans avancer. Alors que dans le monitoring, l'État avait pris quand même des engagements, mais on s'est rendu compte que cela n'a pas été effectif. Donc, nous dénonçons également avec la dernière énergie ces lenteurs administratives pour que l'État prenne en charge cela. Medina Gounas, dans la banlieue dakaroise, le sureffectif dans les classes inquiète. Conséquence, plus de 40 élèves ont vu leurs inscriptions rejetées par l'unique école élémentaire de la commune. Dans le dit établissement, la moyenne est de 75 élèves par classe. Il s'agit de l'école Mortal Awad qui enregistre les plus mauvais résultats du département de Guédiawaye Salissou. Mortal Awad, dernier de la classe, d'un taux de réussite de 27% l'année dernière au CFE, l'unique école élémentaire de Medina Gounas traîne les pieds. Les conditions d'études y sont intenables, souligne la directrice de l'établissement scolaire. Je m'appelle Banjereba. Nous avons de réels problèmes. Donc pendant la récréation, l'espace qu'il y a à l'école ne peut pas contenir l'effectif de l'école. Une équation, une solution, l'érection d'un deuxième établissement scolaire. La mairie a fini de trouver une assiette foncière et un financement pour la construction de 3 salles de classe. L'inspection d'académie départementale approuve, mais demande à la commune de mieux faire. Yaya Koli, IEF de Guédiawaye. La solution pour Gounas et pour tout le reste, c'est vraiment
d'avoir une vision holistique. Ouais, c'est de voir le paquet complet. École maternelle, élémentaire et moins à la rigueur. Les communes sont représentées dans la ville. Ils peuvent, avec le maire de ville, avoir un projet commun. À Médina Gounass, la demande est supérieure à l'offre. Une cinquantaine de demandes d'inscription en CI sont rejetées. Du coup, les enfants sont accueillis dans les écoles franco-arabes de la localité. Un plan B, une injustice aux yeux des parents d'élèves. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. Merci Salif Sow, 22h21. Bonsoir Manal Junior Diagne. Bonsoir Amar. RFM Sport. Vous l'avez compris, c'est la page des sports. Beach Soccer, la Russie a battu le Sénégal. 8-7, c'est le score de cette rencontre. Une première sortie des Lions du Sénégal, sanctionnée par cette défaite face à l'équipe russe, qui est une équipe redoutable. Avec un beau palmarès, Soda Thiam a suivi cette rencontre pour nous. Le Sénégal perd son premier match dans cette compétition devant la Russie, 7-8. Et pourtant, les Lions du Beach Soccer, menés depuis la première minute de la rencontre, ont su égaliser et même devancer la Russie en fin de troisième période. Le sélectionneur Omar Ngalassila. C'est dommage, mais il y avait de la place aujourd'hui. On devrait gagner ce match-là. Comme la Russie aussi n'a pas du tout... elle a mérité vraiment sa victoire. Donc c'est à nous maintenant de continuer le travail. Certes, il y a des regrets sur ce match, vu la situation du match. C'est dommage que... En premier tiers-temps, on a pris des situations standards en touche. Sur des permutations, les joueurs n'avaient pas compris. En deuxième mi-temps et après, voilà, on a rectifié. Et après, du coup, en troisième période, voilà, il fallait cette fameuse règle des coups de pied retournés qui est très compliquée à défendre. Et voilà, on a perdu ce match comme ça, c'est un détail. Et oui, sur des détails comme l'arbitrage, si l'on se fie au sélectionneur. Dû n'était pas l'arbitrage, le corner qui n'a pas signé et les joueurs étaient en train de réclamer et ils ont joué très vite et le but s'est passé comme ça. Mais encore une fois, je ne me focalise pas sur l'arbitre trop. J'encourage, c'est des erreurs humaines, on respecte la décision de l'arbitre, on les encourage. Cette défaite ne change pas les ambitions du Sénégal, selon le sélectionneur, même si les Lions vont encore croiser une grosse équipe, la Biélorussie. On va continuer le travail pour les lendemains meilleurs. Les 7 buts du Sénégal ont été marqués par Alseyni Ndiaye, Lassana Diassi, Raoul Mendy, mais également un doublé de Babacar Fall et de Mamour Diagne. Soda Thiam, Asunción, Paraguay, Radio Futur Média. Babacar Fall, c'est un joueur de l'équipe nationale du Sénégal. C'est pas Babacar Fall de RFM Matin en tout cas. Lui aussi s'est marqué des buts. Oh. Football, cette fois-ci sur le gazon. Les jeunes des HLM qui veulent le départ du président Tamsir Cissé. Ils n'en veulent plus. Ils ne veulent plus le voir comme président de leur équipe. La cause, la raison donc, Tamsir Cissé est accusé d'avoir ramené l'équipe des HLM de la première division du football sénégalais à la 4e division. En plus de cela, il y a beaucoup d'autres griefs qui sont retenus par un collectif qui regroupe des anciens joueurs, des anciens dirigeants, d'anciens entraîneurs, mais également les supporters du club qui clament leur envie de divorce avec leur président. Moustapha Gueye est l'un des porte-parole du jour. Et on a une équipe dirigeante qui est là depuis 17 ans, qui avait pris les rênes de l'équipe alors qu'on était au sommet du foot sénégalais. En ce moment, on est à la dernière division qui est possible à l'échelle nationale. Donc cette équipe est là depuis 17 ans, ils n'ont pas de bilan, ils n'ont rien prévu pour l'avenir. Donc les anciens joueurs se sont regroupés, les supporters, les sympathisants et les habitants des HLM pour se dire que cette situation doit cesser. C'est ce qui a motivé la mise sur pied il y a 2 semaines de ce collectif. En fait, il y a des assemblées générales, mais des assemblées entre guillemets, parce que vous habitez aux HLM, on organise une assemblée générale à la Maison de la Culture d'Outasek, où c'est des invitations qui ont été délivrées. Tout le monde n'avait pas accès à ces assemblées générales-là. Là, ça pose problème. Ils ont tout fait pour avoir un consensus sur le dos des sympathisants du sport pour pouvoir avoir les rênes de cette équipe-là. Leur mandat est arrivé à expiration. Il est temps pour qu'ils quittent parce que le mal est plus profond. Donc nous demandons dans un premier temps qu'ils démissionnent en embarquant toute son équipe et qu'après, si on doit mettre un comité de normalisation, on le met. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait d'état financier pour avoir une idée exacte sur les finances du club. HLM ne manque pas de personnes capables de définir une politique économique qui peut accompagner l'équipe. Parce que nous avons un quartier qui a 7 équipes, 9 terrains, un stade en préconstruction. Nous avons aussi pas mal de bonnes volontés qui sont aux HLM qui peuvent mettre leurs moyens au service de l'équipe, qui ne le font pas parce que tout simplement c'est l'équipe dirigeante qui pose problème. Maintenant, ils ne veulent pas lâcher parce qu'il y a des dessous. Parce qu'il y a le problème du stade. On a un stade qui devait être construit. Les remous disent qu'ils ont encaissé de l'argent. C'est vrai ou c'est pas vrai, on n'en est pas encore là. Dans un premier temps, nous, ce qu'on demande, c'est qu'ils démissionnent d'abord.
la suite. Oui, la suite. Les banquiers qui jouent au football. Oui, et c'est l'amicale des travailleurs du secteur de la microfinance qui a organisé un tournoi à l'issue duquel les équipes de Cofina et celles du Crédit Mutuel vont disputer la finale demain samedi à la plage de la BCAO. Sidi Lamine Ndiaye, l'un des responsables de cette amicale, nous a rendu visite cet après-midi. Mais cette année, nous avions 8 équipes qui ont été réparties en 2 poules, qui ont joué un championnat. Et à l'issue des poules, on a eu des demi-finales. Et à l'issue des demi-finales, il y a le Crédit Mutuel du Sénégal, Cofina, qui sont qualifiés pour la finale, qui doit être joué ce samedi au centre aéré de la BCAO. C'est quoi le but visé en organisant ce tournoi de football? Le but, c'est d'abord de raffermir les relations professionnelles. Parce qu'on a dit que le sport constitue un important levier de brassage mais aussi de convivialité entre les acteurs du même secteur. Et ça s'inscrit dans le cadre des activités de notre comité de pilotage de la vie associative parce qu'on a un comité qui s'occupe de la promotion de la vie associative. Comme je l'ai dit tantôt, c'est pour qu'on puisse développer des relations de cordialité et de fraternité entre les agents des institutions de microfinance du Sénégal. La CAN des U23 remportée par l'Égypte ce vendredi. Les Pharaons ont battu l'équipe de la Côte d'Ivoire 3-0. C'est le score final de la finale. La Ligue 1 française, 14e journée. Passe décisive de Idrissa Gana Gueye, but d'Icardi, puis victoire du Paris Saint-Germain. Le PSG qui s'impose devant Lille 2-0. C'est au parc. Neymar a joué, Cavani a joué. Même Mbappé, malade en sélection, a joué. Donc Paris respire la forme avant d'aller à Madrid mardi prochain pour y défier le Real pour le compte de la Ligue des Champions. La suite de cette 14e journée, c'est demain. Lyon qui joue contre Nice, entre autres rencontres. Amiens, Angers qui joue contre l'équipe de Nîmes. En Angleterre, Tottenham avec Mourinho joue contre l'équipe de West Ham. À noter également Liverpool qui joue contre Crystal Palace, c'est Sadio Mané contre Cheikhou Kouyaté. Le choc demain, samedi, ça va être la rencontre qui va opposer Manchester City à Chelsea. C'est un choc entre Blues. Oui. En Italie, 3 matchs demain à 14h, juste après la prière. Atalanta Bergame reçoit la Juve. Ronaldo ne sera pas de la partie, il est mis au repos. Son entraîneur prépare lui également la journée de Ligue des Champions. Naples va jouer contre l'AC Milan. Kalidou Koulibaly sera forcément de la partie parce que c'est le monsieur de la défense de Napoli. L'Inter va se déplacer pour aller défier l'équipe de Torino. En Italie, il fait bon être défenseur parce que les Italiens sont adeptes du catenaccio. Effectivement, Malal Junior Diagne qui parle un connaisseur du football. Merci beaucoup, Malal. Le tour du web sur RFM. Bye Hassan Diao. Bonsoir et bienvenue. Trafic de faux billets. Bogazeli et ses présumés complices placés sous mandat de dépôt. Titre à découvrir à la une du site du groupe Futur Média igfm.sn. Le site nous informe qu'en plus des 5 Sénégalais et un Burkinabé, Seydina Fall va passer la nuit à la prison de Rebeuss. Pour rappel, le procureur qui a confié le dossier au doyen des juges a requis l'ouverture d'une information judiciaire pour procéder aux recherches permettant la manifestation de la vérité dans cette affaire. Sur Sénégal, l'on nous informe que Seydina Fall Bogazeli est poursuivi pour association de malfaiteurs, contrefaçon de billets de banque ayant cours légal, blanchiment de capitaux et corruption à gendarme à hauteur de 10 millions de francs CFA. Restons sur l'affaire Bogazeli avec Dakar Actu qui à sa une révèle que Bogazeli placé sous mandat de dépôt par le doyen des juges. Samba Sall a suivi le réquisitoire du procureur et a envoyé l'ancien député à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Sur un tout autre registre à présent, Alioune Baïder sur l'arrestation de sa fille déclare sur IGFM.sn. On rectifie et on avance. Sa fille, poursuivie pour association de malfaiteurs et vol en réunion, a fait sortir de sa réserve l'artiste chanteur qui dit être un père de famille responsable et qui sait l'éducation qu'il a donnée à ses enfants. Pour finir, Alioune Baïder soutient que quels que soient les problèmes, il faut toujours soutenir sa famille. Serigne Mountakha Mbacké réconcilie Maître Abdoulaye Wade et Maître Madi Kenya, titre Actusen à sa une. C'est Serigne Issakha Mbacké qui a porté le message du Khalife général des Mourides auprès de l'ancien président de la République.
Selon ActuSen, un communiqué du Parti démocratique sénégalais a fait part de la bonne volonté de son secrétaire général d'accepter le ndigal du calife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Actualité internationale au Gabon, le procureur de la République, Olivier Jaou, a été démis ce vendredi de ses fonctions par le Conseil supérieur de la magistrature, nous apprend Jeune Afrique. Selon le site, il était réputé proche de l'ancien directeur de cabinet du président Ali Bongo Ondimba, la Cruche Alianga. C'est lors de ce même conseil qu'il a été nommé avocat général de la Cour d'appel de Franceville. Sport pour finir. Wim Sport nous informe que Moussa Wagué, l'international sénégalais, pourrait rejoindre le Bayern Leverkusen janvier prochain. Le défenseur du Football Club de Barcelone pourrait être autorisé à quitter le club lors du prochain mercato. Pour rappel, Moussa Wagué a rejoint les Blaugrana à l'été 2018. C'est tout pour votre tour du web de ce soir et merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup à vous aussi, Baye Hassan Diaw. Nous cliquons sur arrobase et c'est pour retrouver Jo Marone. Bienvenue à toutes et à tous. Dans ce numéro arrobase, le sort des cybercafés, que sont-ils devenus? Dans la banlieue dakaroise, à Pikine notamment, ils sont durement malmenés par les smartphones, autrement dit les téléphones intelligents. Conséquence, dans ces espaces numériques, les usagers se font désirer. Comment les gérants de ces cyber s'adaptent-ils face à la situation? Réponse dans ce reportage de Ndongoka. En ce début d'après-midi, Adama Diagne, assis à l'entrée de son cybercafé niché à Buntu Pikine, attend toujours le balai des clients. Pourtant, en 2013, Adama, avant de démarrer ce business, savait que les cybercafés sont en passe d'être bousculés par les smartphones appelés téléphones intelligents, mais a voulu tout de même se lancer dans ce domaine. Au début, dans les cyber, tu prends par exemple 1 heure de temps et les gens se faisaient la queue pour pouvoir se connecter. Mais maintenant, ils ne le font plus. Les gens préfèrent se connecter avec leur téléphone à la maison. Maintenant, tu ne peux pas avoir plus de 5 clients. Oui. Souvent, ils viennent acheter 30 minutes et ils ne le finissent même pas. Pour assurer la survie de son espace numérique, Adama Diagne ne se limite pas seulement à la vente de connexion Internet. Il propose aussi d'autres services. Si tu ne le fais pas, tu ne vas pas t'en sortir. Avec les charges, l'électricité, le courant, l'Internet, la location, faire ce qu'on appelle une étude de marché pour voir si tu es proche de l'école ou bien mairie pour pouvoir faire plus de photocopies, service de transfert d'argent. Dans un autre cybercafé, les occupants des box trouvés sur place sont tous des élèves. Ils profitent bien de leur pause avant de retourner en classe. À Richard-Toll, dans la région de Saint-Louis, des gérants de cybercafés ont pu changer de méthode. Ils ont diversifié les activités pour ne pas fermer. Mamadou Diagne. Longtemps prisés par les utilisateurs de l'Internet, les cybercafés sont aujourd'hui relégués au second plan à cause de l'avancée de la technologie. Une situation certes difficile, selon Maguette, gérant de cybercafé. On le vit difficilement, on devait s'y préparer, mais malheureusement, c'est pourquoi aujourd'hui nous vivons avec beaucoup de difficultés. Les clients se font rares, les prestations ne marchent plus. J'ai d'autres alternatives, par exemple, je fais de l'infographie, de la saisie et tant d'autres. Nostalgique, Lamine Belassène, ancien utilisateur des cybercafés, trouvé juste devant sa maison, se remémore de l'épopée des cyber. C'était le seul moyen de se connecter à Internet avant l'événement des téléphones portables. À Richard-Toll, il y avait beaucoup de cybercafés. C'était le lieu de rendez-vous pour pouvoir connecter, faire des téléchargements et également pour pouvoir quand même communiquer sur Internet. Il y avait une grande ambiance, on rencontrait beaucoup de gens. Des espaces de connexion qui aujourd'hui se font rares de plus en plus dans la ville sucrière, raison pour laquelle les gérants se tournent vers d'autres activités plus rentables. Elle s'appelle Eva So Ebion, cofondatrice de Kinaya Venture. Elle veut, autour d'une cartographie, réunir les petites et moyennes entreprises, les startups, les entrepreneurs, entre autres, pour une vision commune au bénéfice de l'écosystème du numérique. Elle a initié hier jeudi un workshop auquel plusieurs acteurs ont pris part. On a tous vu la tendance autour des incubateurs, des accélérateurs ces dernières années. Beaucoup ont vu naissance, beaucoup d'espaces de coworking, dont des espaces dédiés à l'innovation. Seulement, en face de ces espaces-là, on a des entrepreneurs. Monsieur Ndiaye du ministère qui disait que les incubateurs aujourd'hui ne répondent à peine à 10% de la demande qui vient des entrepreneurs. Donc, il y a une demande, mais comment est-ce qu'on structure l'offre pour répondre à cette demande? On ne sait pas réellement quelle est la méthodologie qui est proposée par l'ensemble de ces incubateurs, accélérateurs, hubs, de manière générale. On ne sait pas quelle est l'expertise des uns et des autres. Et notre idée est de pouvoir cartographier les capacités de ces différents acteurs, cartographier l'expertise qu'ils offrent aux entrepreneurs
entrepreneurs et de pouvoir permettre à un entrepreneur de savoir qu'en fonction du stade de développement où il se situe, il puisse savoir quel est le hub en face qui lui apportera la meilleure réponse. Kayel, c'est à 8 km de la commune de Mbaké. La localité abrite le 28 novembre prochain la journée nationale de l'élevage. Mais attention, le réseau téléphonique est très mauvaise, la connexion Internet presque inexistante. Les complaintes des usagers recueillies par Marema Diop. Réseau téléphonique et Internet, c'est un problème. On constate qu'on n'a même pas de réseau pour faire passer des appels. Voilà. Maintenant, même pour se connecter, c'est une difficulté. Au moment où je vous parle, nous ne pouvons pas nous connecter. On a de sérieux problèmes de réseau. Regardez, je suis en train d'appeler, mais ça ne passe pas. La personne que vous avez appelée est indisponible. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Vous l'avez vu vous-même. Nous avons de sérieux problèmes de couverture vraiment du réseau. Et ça ne s'explique pas. Nous sommes à 8 km de Mbaké, donc à maintes reprises, moi, Elhadji Ba, maire de la commune de Kayel, j'ai été dans leur bureau pour parler de ce problème. Malheureusement, il n'y a pas de suite. Arobas, c'est fini. À la technique pour le mixage, Malang Vito Sonko. Merci d'avoir suivi. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, vous offre Bonne Santé. Pour se protéger du paludisme, toute la famille doit dormir sous moustiquaire imprégné. Toutes les nuits, toute l'année, en hivernage comme en saison sèche. En cas de fièvre, allez rapidement vers la structure de santé la plus proche pour une prise en charge correcte. Des tests de diagnostic rapide, TDR, sont disponibles et gratuits dans les structures publiques jusqu'au niveau communautaire, case de santé et DS-DOM, pour voir en 15 minutes si vous avez le paludisme ou pas. Si le TDR est positif, les médicaments pour le paludisme simple appelé ACT sont gratuits. Le paludisme est une maladie qui peut causer beaucoup de décès, mais c'est une maladie dont on peut se protéger. Bonne santé, Nafissatou Silla. Bienvenue. Un accouchement normal survient entre 36 et 40 semaines d'aménorrhée. On parle alors d'une grossesse à terme. La grossesse est dite prolongée lorsque l'accouchement survient à 41 semaines et au-delà, on parle de dépassement de terme, ce qui n'est pas sans risque. Dr Abdoulaye Diop, gynécologue. Il y a plusieurs risques pour la maman et pour le bébé, principalement pour le bébé. Le principal risque, c'est que le bébé continue à grandir et commence à prendre des proportions qui sont incompatibles avec un accouchement par voie basse. Il va prendre au moins 250 grammes par semaine, donc s'il pesait 3,5 kg à 40 semaines, il pesera 4 kg à 42 semaines, ce qui peut poser problème pour l'accouchement. Ça va être un gros bébé, avec toutes les conséquences qu'un accouchement de gros bébé peut poser. Que ce soit des déchirures chez la mère vaginale, des déchirures périnéales, que ce soit fracture au niveau de la clavicule de l'enfant, que ce soit une rétention de la tête, une dystocie des épaules, ce genre de choses-là qui sont catastrophiques pour l'enfant. D'autres dysfonctionnements peuvent aussi survenir. Le placenta peut ne pas fonctionner normalement. Le placenta est programmé pour fonctionner au moins 40 semaines. À partir de 41-42 semaines, le placenta devient sénile et donc sa filtration, l'apport en nutriments, le nettoyage du sang fœtal commence à faire défaut, ce qui peut être à l'origine d'une souffrance fœtale. On a beaucoup plus de souffrance fœtale dans les grossesses à 41-42 semaines qu'on déclenche pour un accouchement que de souffrance dans les grossesses à 40 semaines. Selon notre doc gynéco, le dépassement de terme peut être extrêmement dangereux. Le cas extrême, c'est qu'il y ait une mort fœtale inutile, que l'enfant décède à l'intérieur du ventre de la mère. S'il y a un dépassement de terme, surtout s'il y a des pathologies sous-jacentes telles qu'un diabète gestationnel, où on n'accepte pas que la grossesse même dépasse 38 semaines à cause justement de ce risque de mort fœtale in utero. À 40 semaines de grossesse, il faut impérativement aller voir son gynécologue ou la sage-femme pour une évaluation. S'il y a risque pour la maman ou le bébé, on déclenche automatiquement l'accouchement. Il ne faut pas rester chez soi, soit disant que votre maman ou votre belle-mère vous a demandé de rester et d'attendre que les choses se viennent d'elles-mêmes et que parce que si vous allez à l'hôpital, on risque de vous opérer et qu'on sort. Oui, si on doit vous opérer, on vous opérera pour sauver la vie de votre bébé. S'il y a des signes qui montrent que votre enfant ne supporte pas cette prolongation de la grossesse. Non, on n'est pas obligé de vous opérer. On peut très bien déclencher le travail et que vous puissiez accoucher normalement. C'est tout pour Bonne Santé Femmes. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne Santé vous a été offerte par le ministère de la Santé et de l'Action sociale à travers le programme national de lutte contre le paludisme. Engageons-nous tous pour l'élimination du paludisme au Sénégal. RFM, la chronique du jour. La chronique du vendredi signée Charles Fay. Duralex, Sedlex. Mais encore plus dur est l'image que Bougazeli, député de la mouvance présidentielle,
donne de sa famille politique et de l'Assemblée nationale. Certes, il jouit de la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que son procès, si procès il y a, dicte son verdict. Mais d'ici là, l'eau aura coulé sous les ponts apéristes, ballottés par la houle manœuvrière du palais sous le sceau de la raison d'État, pour une démission sans état d'âme et aucune forme de politesse aux formules consacrées. Il y a des choses que le maquis ne saurait cautionner pour l'éthique et ça gouverne, tout comme des responsabilités ne sauraient souffrir de la laideur morale, même s'il n'en existe chez elles point de contrefaçon. Secoués, nous l'avons été par cette sombre et vulgaire affaire de Faubier, mais plus encore par notre propre consternation, celle de découvrir notamment que notre bonhomme ne connaissait ni son rôle, ni la noblesse de sa mission. Mais peut-on seulement lui en vouloir quand on sait qu'il n'y a pas de cours de formation pour le député, qu'il est rentré en politique par la grande porte, anobli par les grands messes militants et rassembleurs, avant d'atterrir à l'Assemblée nationale grâce à une liste, les doigts dans le nez. Il y a quelques mois, je lisais dans un journal de je ne sais plus où, un pays riche en tout cas, que la première utilité d'un député est de déterminer quel parti pourra former le gouvernement avant qu'il ne vote selon la ligne de parti et enfin applaudisse le ministre de sa mouvance s'il est dans les commissions parlementaires. La ligne de parti, c'est bien. Applaudir le ministre, c'est bien. Mais être à l'écoute de son peuple, des gens qui ont des projets et des idées, c'est encore mieux. Et de ce point de vue, il y a beaucoup à dire sur nos hommes politiques dont bon nombre ignorent jusqu'à leur mission, servir. Il est malheureux de constater que chez beaucoup, la fonction politique se décline en une prestigieuse verticalité motorisée, décalée de la crasse horizontale qu'ils dépassent dans leur rond de cuir masqué de leurs vitres teintées. Mais il est tout aussi heureux de constater le travail sans fioriture des Pandores. Pas un mot de plus, pas un de moins. Tout juste l'info qui met fin à la récréation verbale et arrête la spirale Fibonacci, le film de l'arrestation. Ce n'est pas encore du Steven Spielberg, mais la gendarmerie nationale est assez outillée pour se digitaliser et viraliser sa vidéo. Ça ferme le clapet, mais le clap de fin et laisse l'action au procureur, que j'aimerais bien voir d'ailleurs appeler un autre député pour ces graves accusations portées à l'encontre d'acteurs politiques tapis dans le confort de leurs immeubles au design innovant, ne serait-ce que par devoir. Quelque chose à voir avec l'exigence d'éthique à laquelle nous invite le maquis. Il l'a souvent dit, mais peut-être pas suffisamment voulu, pour que ces instructions s'exécutent au pas de charge, en devoir de travail, de transmission, de transparence. Il est grand temps que Dakar redevienne ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, une ville lumière, une ville culturelle, une métropole civilisée, une capitale intelligente. Mais ce n'est pas en tuant la désormais virtuelle mairie de Dakar, au nom d'une vision parcimonieuse et taillée sur mesure de l'exécutif, qu'il rendra service à la belle ville vieille de 162 ans. Comme Proté, les autres gouverneurs et anciens chefs d'État, Dakar lui survivra et ne lui dira jamais assez merci d'avoir fait payer ces pollueurs qui n'ont rien compris à l'esprit du vivre ensemble, à la philosophie urbaine. Mais il a raison, le maquis, de taper dans la poche des incivils. Ce d'autant que notre indiscipline notoire lui offre une large gamme de sanctions financières et travaux d'utilité publique. Il faut juste qu'il le veuille, et qui dit vouloir, dit pouvoir. Pour Dakar, les authentiques Dakarois et hôtes étrangers vivant parmi nous. J'abandonne mes droits d'auteur, la chandelle en vaut bien la peine, d'autant que difficilius quidem est concilium. Juma Moubarak et bon week-end. Mamadou Amar Ndiol. Charles Fall, bonsoir. Bonsoir Mamadou Amar. Vous êtes le directeur général de la SONES, la Société nationale des eaux du Sénégal. D'abord, KMS3, l'usine d'eau de Keur Momar-Sarr. Quel est le taux d'exécution de ce projet actuellement ? Merci beaucoup Mamadou Amar. Déjà, pourquoi KMS3 ? KMS comme Keur Momar-Sarr. Parce que constat a été fait par les plus grandes autorités, les plus hautes autorités. Un constat qui était axé à une problématique de pénurie ou en tout cas d'irrégularité de l'approvisionnement en eau dans certains quartiers de Dakar, surtout
Face à cette problématique, Monsieur le Président de la République a commandité une étude que nous appelons un schéma directeur. Il est ressorti de ce schéma directeur plusieurs solutions. Et la première solution a été de construire une nouvelle usine dimensionnée à hauteur des besoins en eau des populations de Dakar. Et cette nouvelle usine, nous l'avons dénommée la 3e usine de Keur Momar-Sarr. Pourquoi Keur Momar-Sarr? Parce qu'elle puise sa source du lac de Guiers. Et elle alimente les régions de Louga, de Thiès, en passant par Tivaouane, Thiès, mais également, surtout, Dakar et ses environs. Ce qui fait à peu près une population de plus de 5 millions de personnes. Pourquoi 5 millions? Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, on est 16 millions déjà, 16 millions dont presque 4 millions ou 3 millions 700 exactement à Dakar. Et une bonne partie de la région de Thiès, en partant de Tivaouane, qui fait à peu près la deuxième ville la plus importante en termes d'habitants, 2 millions quasiment, et sans compte non tenu également de toute la banlieue et d'une bonne partie de la région de Louga. Donc cette usine d'une capacité de 200 000 m3, c'est 200 millions de litres d'eau par jour qui viendront quasiment augmenter à près de 50% la capacité actuellement installée. Nous avons démarré les travaux depuis 1 an maintenant et nous sommes à près de 60, même plus de 60% de taux de réalisation et avec un délai, une date prévisionnelle de mise en service de la première composante d'ici fin 2020, Inch'Allah. Et qu'est-ce qu'il reste exactement sur cette usine? Cette usine, c'est plusieurs composantes. Nous avons l'usine, c'est des machines, c'est du matériel c'est des process de traitement que nous sommes en train de construire à Keur Momar-Sarr, juste à côté de l'actuelle usine. Les travaux vont bon train, nous sommes très avancés, tous les équipements sont aujourd'hui commandés et une bonne partie est aujourd'hui livrée sur site. Nous posons cette eau après l'avoir fabriquée ou nous la transportons de Keur Momar-Sarr à Dakar. Ça fait presque 250 km. Donc, elle est canalisation en fonte de très gros diamètre. C'est d'ailleurs la première fois que des conduites de cette dimension sont posées ici au Sénégal et même en Afrique de l'Ouest, de 1,50 m à 1,60 m de diamètre. Donc, une personne peut même dormir là-dedans. On a vu des camions qui traversent la route. Ce sont ces camions-là qui transportent. En effet, ce sont ces camions qui transportaient ces canalisations. Donc, nous les posons une par une de Keur Momar-Sarr à Dakar. Ça fait à peu près 40 000 pièces que nous assemblons, que nous posons, et puis pour transporter l'eau jusqu'à Sébikotane. Et cette eau, après, par la suite, est dispatchée dans le réseau. Est-ce que vous serez dans les délais? Inch'Allah, nous pensons qu'il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas dans les délais. Pour la composante principale, ça veut dire la construction de l'usine et la pose de la canalisation. Quasiment pour la canalisation, on est à 90% de pose, et au niveau de l'usine où on est à peu près à 30 à 50%, et dès que l'usine sera fonctionnelle, nous procéderons à l'essai général. Ça veut dire qu'il faut rincer, laver la canalisation, tester, faire les recettes. Et ça va prendre peut-être quelques mois. Mais l'objectif, c'est cette première composante du projet, que les premières eaux soient disponibles d'ici la fin 2020. C'est quand même un projet gigantesque aujourd'hui qui est en train de se réaliser. Il reste 1 an, donc
une première même au Sénégal, une telle infrastructure. Vous avez donc un an pour terminer les travaux. Je rappelle que notre invité est Charles Fall, le directeur général de la SONES, la Société nationale des eaux du Sénégal. Vous êtes en quelque sorte le bras technique en matière d'infrastructure hydraulique, à côté Suez qui va s'occuper de la gestion commerciale. Quel est l'état des lieux concernant le volet équipement de façon globale, installation de la SONES pour l'approvisionnement. Mais la SONES a pour mission de construire le patrimoine de hydraulique en zone urbaine et périurbaine d'ordre et pour le compte de l'État du Sénégal sous la supervision et la direction de Monsieur le ministre en charge de l'eau et de l'assainissement. Et dans ce cadre, nous mobilisons des ressources sur appui financier avec l'appui de l'État du Sénégal et pour construire des usines, des forages, amener l'eau partout où les Sénégalais se situent. En matière de construction de forages, par exemple, vous avez un chiffre concernant Oui, en matière, aujourd'hui, on a un parc qui fait près de 200 forages en zone urbaine et périurbaine. Pendant ces 6 à 7 dernières années, par exemple, rien que pour la région de Dakar, où la capacité de production était de l'ordre de 250 000 mètres cubes, soit 250 millions de litres par jour. Nous avons complètement boosté de près de 40% et aujourd'hui on a une capacité de 420 000 mètres cubes. Et cela a été possible grâce à la construction d'une batterie de forage que le gouvernement du Sénégal a financée sur ses fonds propres. Pour alléger un peu la souffrance des Sénégalais. Vous l'avez constaté, Dakar, nous avons réalisé énormément de forages, mais également dans la région de Tasset, Thiès, Bayar, Tiedem et autres pour au moins renforcer la capacité de production. Les résultats, c'est quoi? En attendant que les grands projets soient mis en service, certaines localités aujourd'hui bénéficient d'un meilleur confort, d'une meilleure alimentation. Monsieur le directeur général, il y a beaucoup de zones proches de Keur-Momar-Sarr, de Lac de Guiers et environ qui réclament de l'eau. Manifestation, donc pour dire comment se fait-il que l'eau soit à proximité et que ces populations ne puissent pas en bénéficier. Vous savez, un pays ou une ville, une ville, elle est dynamique. La preuve, au Sénégal, il y a quelques années, on était un peu moins de 14 millions d'habitants. Oui. Avec les données statistiques de GANS, on est à 16 209 125 000 personnes au Sénégal, dont presque 3 732 000 à Dakar. Donc, une ville, elle évolue. Et la demande en eau évolue en fonction de la croissance démographique, mais aussi en fonction du niveau d'activité économique. Cela montre qu'aujourd'hui, l'activité économique est en pleine effervescence. Mais sur ce dossier, pour ces villages autour du lac de Guiers, l'essentiel de ces villages ont de l'eau. Peut-être c'est de nouveaux villages ou de nouveaux hameaux qui s'installent, qui ne bénéficient peut-être pas de points d'eau domiciliaires, mais pour l'essentiel. Mais nous poursuivons cette dynamique de construction avec déjà KMS 1 et 2, les villages qui sont à 10 km de part et d'autre de la canalisation bénéficient de points d'eau, l'essentiel. Avec KMS 3, nous allons également poursuivre cette même dynamique. C'est la raison pour laquelle nous envisageons près de 85 000 branchements sociaux et plus de 1100 km de réseau d'extension. Ça concerne tout le Sénégal ou bien? Ça concerne principalement les populations des régions de Louga, Thiès et Dakar.
avec une grande part réservée aux populations riveraines qui... Mais elle constitue notre priorité naturellement. Aujourd'hui, même le village de Kermouamassar bénéficie quand même d'un appui considérable de la part de l'État du Sénégal à travers la SONES, en extension, même aussi un appui budgétaire. C'est pour cela que à la composante principale du projet KMS, nous avons conçu une nouvelle composante que nous pouvons appeler renforcement du réseau de distribution. À côté, parce que cette capacité de production, cette eau, il faut après la distribuer, qu'elle puisse impacter les populations. C'est pour ça que nous envisageons plus de 1000 km d'extension de réseau. Nous avons déjà lancé les marchés pour le réseau de distribution. Ça veut dire là où il y avait un réseau, nous ferons en sorte que ce réseau soit renforcé. Parce que nous avons vu que la densité a fortement augmenté au kilomètre carré à Dakar. Vous avez vu également que l'habitat, le mode d'habitation a fortement changé. Et il y a des équipements vétustes parfois 23% aussi. De la population, voire même 25% concentrés à Dakar. Et Dakar représente 0,3% de la superficie. Donc vous voyez, c'est une forte densité. C'est ce qui justifie la floraison des immeubles à Dakar. Tout le monde vit en immeuble aujourd'hui. Ici même où nous sommes en train d'enregistrer votre émission, nous sommes au 4e étage. Et je viens de vos toilettes, mais je vois que vous avez quand même une très bonne pression d'eau. Et cela, c'est grâce au programme de renforcement de la réalimentation en eau potable de Dakar que le État du Sénégal a mis en œuvre. C'est les forages qui ont été construits ces dernières années en réalité. Donc Suez va venir à la place de la SDE. Que dit la SONES? Mais cela ne veut pas dire que cela n'a rien de péjoratif. La Sénégalaise Guezo, qui est notre partenaire, est un partenaire de référence aujourd'hui que nous félicitons. Aujourd'hui, si le secteur en est à ce niveau de performance, c'est grâce également au professionnalisme, au dynamisme et au savoir-faire quand même des collaborateurs de la Sénégalaise Guezo et de la Sénégalaise Guezo en tant qu'entité. Le GETA, dans le cadre de la réforme du secteur de hydraulique urbaine, qui a pour seul objectif d'améliorer et de renforcer le confort des Sénégalais en matière d'alimentation en eau, en quantité et en qualité. Un appel d'offres a été lancé et nous avons un autre attributaire de ce contrat, mais cela ne veut aucunement dire que la SDE n'a pas bien travaillé. La SDE a été quand même un partenaire avec qui aujourd'hui le secteur a connu des succès au niveau international. Je rappelle que notre invité est Charles Fall, le directeur général de la SONES, la Société nationale des eaux du Sénégal. Nous allons terminer au niveau interne à la SONES avec le personnel. Est-ce qu'aujourd'hui le personnel de SONES est dans des conditions de travail acceptables? Mais merci pour cette opportunité que vous m'offrez d'ailleurs pour encourager et féliciter le personnel vraiment très dynamique, très compétent de la SONES, avec qui je pense que toutes ces réalisations ont pu être possibles avec l'appui et l'accompagnement de l'État du Sénégal, avec au premier chef monsieur le ministre de l'eau et de l'hydraulique et de l'assainissement. Nous travaillons tous les jours pour que notre personnel soit envié et enviable. Et cela, je pense que les travailleurs sont dans de très bonnes conditions. C'est devenu une réalité. Ils sont dans de bonnes conditions. Je préfère vous laisser leur poser la question et que cette appréciation vienne même des travailleurs, mais je pense quand même que les résultats sont palpables aujourd'hui. Justement, concernant l'aspect financier, la visite des bailleurs, quelle est votre appréciation globale? Alors, merci. Nous venons de boucler 3 jours de visite avec les partenaires techniques et financiers du projet de construction de la 3e usine de Kermouamassar, un financement qui a été possible grâce à l'appui des structures financières comme l'Agence française de développement,
la Banque islamique de développement, la Banque européenne d'investissement, la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, mais également l'État du Sénégal qui a fortement contribué au financement de ce projet. Dans le cadre de son exécution, nous avons mis en place des organes de gouvernance, donc notamment les comités stratégiques de pilotage, notamment des réunions mensuelles, mais cette fois-ci, nous avions eu l'initiative de convier l'ensemble de nos partenaires financiers à une mission conjointe de supervision pour voir de visu sur le terrain tout ce qui a été réalisé après 1 an de travaux et afin que nous puissions ensemble voir les éventuels correctifs à apporter. Et je suis quand même heureux que ces derniers sortent de cette mission assez satisfaits quand même de ce qu'ils ont vu, de ce partenariat. Voilà. Et je pense quand même que c'est réconfortant pour nous et ça nous réconforte dans nos actions et convictions de tous les jours.